C'est parfait. Prêt? Mais je suis prêt, tout à fait. Donc, il y a des gens aux doubles vies, aux identités multiples, des professeurs à l'école des beaux-arts le jour, catcheurs à moustache la nuit, qui sont aussi l'été portraitistes nantais en 15 exemplaires, qui s'appellent Tanguy Jossic, Louis Vengeur ou Ted Montbertreux. Des forcenés de l'art qui se battent à coups de sang d'encre, écrivent à Lulu ou tentent de restituer aux signes ce qu'ils ont perdu. Il y a des créateurs, des passeurs, des provocateurs, des admirateurs irrévérencieux qui lèvent le voile de l'histoire de l'art pour la faire respirer. Des dompteurs de cyclopes et de patachons, des exhibitionnistes qui ont une case en plus de 225 625 cm3, je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Dont ils prennent soin tous les mois dans une maison consacrée à la bande dessinée. Des maîtres de la couleur qui voient rouge quand on leur parle carmin, vermillon ou tomate. Vous êtes prévenus, faites attention ce soir s'il vous plaît. Des artistes installés, insaisissables. Et il y a des gens comme toi qui sont tout cela. Et qui osent pourtant signer des livres qui s'appellent Une vie ordinaire. Au fait, Tanguy Jossic, c'est ton vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom, sauf que j'ai changé d'orthographe de nom. Enfin, les lettres de mon nom de famille ont changé quand une tante un peu obstinée a découvert en faisant de la généalogie que Jossic ne s'écrivait pas QE, mais IC à la bretonne. Et est-ce que ça a changé ta façon de dessiner? Non, en rien, ça n'a changé ma façon de dessiner. Alors aujourd'hui, nous t'avons invité pour aborder tes façons de réagir à l'actualité, mais aussi d'interagir avec elle et de te la réapproprier. Comme je disais tout à l'heure, je parlais d'insaisissable, tu travailles dans plusieurs domaines, tu es à la fois un petit peu partout et pas toujours facile à trouver. Donc aujourd'hui, on va partir à la rencontre de ton œuvre dans toutes ses facettes. Et moi, je voulais savoir, donc c'est ma première question, parmi toutes les facettes de ton art, puisque tu es à la fois peintre, photographe, dessinateur, coloriste, est-ce qu'il y a pour toi un moyen d'approche privilégié de l'actualité? En fait, je dessine et je prends des photos tous les jours. Et pour moi, c'est la meilleure manière de flirter avec le réel. La photographie étant pour moi le médium qui permet le plus simple d'accéder à la réalité, c'est-à-dire de compiler des moments de vie, de compiler des paysages, des portraits. Le dessin est le moyen pour moi le plus simple de mettre en scène mon imaginaire. Donc ces deux gestes que j'applique à mon quotidien sont pour moi les deux pratiques qui me permettent de mieux comprendre, de mieux apprécier même le réel. Et est-ce que... quelle différence tu feras entre faire un croquis ou faire une photo en fait? C'est pas du tout la même approche. La photographie, vous le savez tous, aujourd'hui on y a tous accès avec nos smartphones. Moi j'ai commencé la photographie avec des vieux appareils argentiques, ce qu'on appelait des réflexes. Certainement que certaines d'entre vous, vous avez bien connu ça. Je travaillais en plus, moi, le réflexe avec une focale fixe qui était 50 mm, qui était vraiment la focale du réel. C'est-à-dire que ça me permettait de cadrer le réel tel que je le voyais au quotidien. Les seules transformations du réel que j'opérais, c'était quand je faisais de la photographie noir et blanc. Mais on le sait, la photographie, permet de capter le réel tel qu'il nous apparaît. Le dessin, lui, occasionne toujours, par ses accidents, par ses artifices, une transformation, une déformation. Quand on veut réussir un portrait en dessin, il faut être sacrément obstiné pour à la fois capter la ressemblance du modèle. Quand on réalise un portrait, la bonne architecture, la bonne perspective, il y a tout un tas d'artifices à mettre en place qui sont beaucoup moins directs et qui posent davantage, évidemment, de questions quant à la transformation de ce que l'on voit par les artifices. Et c'est aussi parce que photographe, ça fait partie de tes modes d'expression et que pour toi, la photographie n'est pas juste un appui à ce que tu vas dessiner plus tard. C'est déjà un mode d'expression. C'est un mode d'expression en soi. En fait, moi, j'ai fait les Beaux-Arts à Nantes.
Avant ça, j'ai fait une année en prépa art plastique. Et puis avant ça, j'ai fait une année en fac d'art plastique à Rennes. Et en fac d'art plastique à Rennes, on me proposait tellement peu de contenu gestuel que j'ai dû développer par mes propres moyens différentes manières de m'exprimer. Et la photographie a été un de ces moyens. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait acheter pour pas grand-chose sur les marchés, dans les brocantes, tout le matériel pour tirer, développer les photos chez soi et donc être parfaitement autonome, c'est-à-dire le matin faire une série de prises de vue et puis l'après-midi développer le film et le soir tirer les images. Donc il y avait une manière de faire des images qui était à la fois rapide et en même temps qui mettait en place toute une cuisine qui est aussi celle que j'aime dans le dessin, dans la peinture. C'est-à-dire que il faut quand même se donner un peu pour parvenir à nos fins quand on fait du dessin, de la photo, de la peinture. Le geste est, enfin, en tous les cas de la photo sur ce versant-là, de l'argentique. Aujourd'hui, avec le numérique, avec Photoshop, c'est encore autre chose. Mais à l'époque, en tous les cas, ça me semblait être les meilleurs moyens, encore une fois, pour m'amuser avec le réel, le traduire directement tel qu'il m'apparaissait, ou alors le transformer. On a reçu la dernière fois Sébastien Vasson, que tu connais bien, et qui a, comme toi, travaillé pour la revue dessinée. Et on aurait bien aimé voir toi, ton approche, ta façon de travailler dans la revue dessinée, comment tu avais été invité à participer à la revue, comment ça s'est passé, comment se passe le travail de collaboration. Alors je les ai apportés. Soit je peux les faire circuler maintenant, soit vous pouvez les regarder à la fin, c'est comme vous préférez. Est-ce que vous pensez que là, avec la lumière, ça ira ou... Parce qu'il va nous projeter des images de toute façon de la revue. Oui. Donc je vais les faire passer. Si vous voulez les regarder maintenant, vous les regardez maintenant, sinon vous les regardez. Donc j'ai prévu un petit dossier autour de la revue dessinée que vous connaissez déjà peut-être un petit peu. C'est une revue qui s'achète dans la plupart des librairies, et qui est une revue d'information mais dessinée. Et c'est une revue que j'aime beaucoup et auquel j'étais très content de contribuer. Parce que ce n'est pas uniquement une manière de vulgariser l'information, c'est aussi donner un point de vue d'artiste sur les événements, sur un fait, et j'étais d'autant plus heureux quand la revue m'a appelé qu'ils ont décidé de me donner en charge des rubriques, enfin une rubrique qui a à voir avec l'écologie, avec tous les changements que le monde subit depuis des années. Et j'ai eu l'occasion d'illustrer deux grands reportages, l'un autour de la prolifération des morues au large de Terre-Neuve et de leur déclin par la suite. Et l'autre, c'était lié à la multiplication des lapins en Australie. Deux thèmes de sujets auxquels je ne connaissais pas grand-chose et pour lesquels, du coup, j'ai dû évidemment faire des recherches. J'ai dû apprendre, du coup, à dessiner un certain nombre d'éléments. C'est ça qui est intéressant dans le métier de dessinateur, c'est d'être confronté aussi à des contraintes qui permettent de se renouveler, d'opter pour de nouveaux gestes, d'opter pour de nouvelles manières de mettre en page les choses. Et la revue m'a appelé pour un travail que j'avais mené avec Cyril Pedrosa, qui est un auteur de bande dessinée, qui vivait à ce moment-là à Nantes et avec qui on a souvent travaillé, à la fois à Maison Fumetti, l'association qu'on a mis en place il y a maintenant 3 ans autour de la bande dessinée, de l'illustration et des arts comment dirais-je, narratifs. Et avec Cyril, on a réalisé ce qu'on appelle un leporello, c'est-à-dire un livre accordéon, en hommage à Bruegel. Bruegel, qui est un peintre primitif flamand, dont j'aime particulièrement l'œuvre. Et donc, on a réalisé avec Cyril ce leporello. Alors, on va peut-être pas pouvoir voir grand-chose ici, mais les amateurs d'art auront peut-être reconnu Les Chasseurs dans la neige, par exemple, ici, auquel vous pouvez vous approcher, toujours, si vous voulez. Alors, moi, je vais pouvoir aussi agrandir les images
histoire de vous montrer un certain nombre de détails. L'idée, en fait, c'était de transformer les peintures de Bruegel à l'ère d'Internet, avec tout ce que le monde contemporain fait de jolies choses ou de choses plus controversées. Une scène de fête chez Bruegel devient une scène où des personnages mangent de la malbouffe dans un McDo un peu fantasmé. Et donc ces grands leporello, là, ces grandes bandes dessinées, on va faire d'autres gros plans dans les images. La revue dessinée et ses rédacteurs sont tombés sur cet objet. Ils l'ont apprécié et du coup ils m'ont appelé pour que j'organise des pages autour de leur chronique sous la forme justement de cette bande, donc avec tout un tas d'informations qui s'égrèneraient sur 6 pages. Mais ces 6 pages pourraient être mises bout à bout les unes aux autres pour faire une sorte de grand paravent. Donc c'est de là que c'est parti, et je vais du coup pouvoir vous montrer maintenant le travail effectif, avec ce qui peut-être vous intéressera, tout le travail documentaire, c'est-à-dire tous les documents que j'ai été chercher pour composer mes images. Parce que quand il s'agit de dépeindre quelque chose de précis, un bateau particulier, moi je ne peux pas l'inventer. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le comprendre. C'est quelque chose que j'applique souvent dans mes cours de dessin et de peinture. Quand on me demande, j'aimerais dessiner un cheval, allons-y, dessinons un cheval, mais l'idéal c'est quand même de l'avoir vu, de savoir comment on distingue un cheval d'une jument, d'un poney, d'un poulain, et que tout ça en fait c'est précis. Ce que le dessin permet d'approcher, mais avec toutes ces dérives. Alors, hop, je vais ouvrir ce petit dossier autour de la revue dessinée. Alors, je vais vous épargner la lecture complète des textes que je reçois, mais vous le voyez, en fait... Oui, mais j'aimerais quand même que tu nous en livres un morceau, un petit bout, surtout quand tu avais dit que c'était trop long. Oui. En fait, ça, c'est ce que je reçois. C'est Cécile Cazenave, qui est reporter et journaliste, qui m'envoie sa chronique. Donc là, c'est autour de la morue à Terre-Neuve. Et du coup, moi, je fais une première lecture de ce texte où je dégage quelques idées. Et puis ensuite, je mets ce texte en page en regardant ce qu'il me reste comme place pour le dessin. Si j'ai pas assez de place, je demande à Cécile de couper un certain nombre de passages qui me semblent peut-être moins importants, moins intéressants, et que moi je pourrais illustrer en remplaçant finalement son texte. Donc il y a un travail de dialogue avec le journaliste, avec la revue. Parfois on est tenté de réécrire même les choses. Alors moi je suis assez respectueux de l'écriture initiale, parce que mon boulot c'est pas journaliste, et du coup je fais confiance à Cécile, là en l'occurrence. Mais beaucoup de mes copains, de mes copines qui travaillent pour la revue dessinée agissent aussi directement sur le texte, et parfois en réécrivant même les données qui sont données. Bon, je peux commencer la lecture ici, mais vous allez le voir, c'est des données brutes, on dira. Oui, mais c'est intéressant, en fait, pour qu'on se rende compte de la chronologie du travail, en fait, savoir que ça commence de ça et comment, après, on arrive à tes images. Tout à fait. Alors, on va lire le début de la première partie, puisque c'est un reportage en 3 parties. Et ce chapitre s'appelle « 500 ans d'abondance ». On pêche la morue au large des côtes de Terre-Neuve et du Labrador depuis la fin du XVe siècle. Les journaux de bord des navires européens qui traversaient l'Atlantique pour plusieurs mois de campagne de pêche ont fait sa légende. Les marins prétendaient en effet que les morues étaient si abondantes dans ces eaux qu'il suffisait de plonger un seau dans l'eau pour le remonter en rempli de poissons. La morue fut ainsi appelée la monnaie de Terre-Neuve. Je vais m'arrêter là et puis on va regarder maintenant les images. Et puis vous allez le voir, en fait, les images sont adossées au texte de Cécile. Donc à la lecture de ce texte, moi je dégage les idées, les premières idées. Et vous le voyez, en fait, au départ, les esquisses ne ressemblent pas à grand-chose. C'est-à-dire que
même moi, quelques mois après, j'arrive pas à me relire. Donc c'est une matière très fraîche, très spontanée, qui est très proche finalement de la parole. À ce moment-là, le dessin est vraiment ne ressemble pas à grand-chose. Mais moi, je sais, en fixant ces quelques lignes, ces quelques mots sur le papier, je sais déjà quelle idée je vais retenir pour une double page, puisque là, en fait, il s'agit de fabriquer 3 doubles pages, les unes après les autres. Alors, j'attire votre attention sur la première, justement, qu'on va analyser peut-être ensemble par la suite. Dans cette première grande double page, on voit qu'il y a un poisson là, qui est en diagonale. Alors, on ne sait pas si c'est un maquereau, si c'est une sardine, si c'est autre chose, là. Moi, à ce moment-là, d'ailleurs, je ne sais pas dessiner une morue. Il se trouve que je déteste en plus le poisson. J'aime les observer, mais quand il s'agit de le manger, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai dû évidemment aller chercher là des documents pour distinguer la morue des autres poissons. Et puis me faire plaisir aussi en inventant des choses qui me paraissent importantes parce que, encore une fois, là, j'utilise pas la photographie, j'utilise le dessin. Et donc, toute cette manière de transformer le réel par les artifices du dessin. Donc, vous le voyez ici, il y a un poisson en diagonale, et puis il y a ce qu'on appelle des cabochons ou des culs de lampe en illustration, en bande dessinée, c'est-à-dire des petites vignettes qui parsèment comme ça le texte, qui l'aèrent d'une certaine manière. Je fais ça pour les 3 doubles pages. Dans la dernière des pages, là, vous le voyez, enfin, dernière des doubles pages, on voit une sorte de grand crabe. J'ai même oublié un S, là, vous le voyez, à des neiges. C'est une manière très rapide d'écrire. Parfois, en fait, même, j'utilise des abréviations là, pour aller plus vite. Parce qu'il faut que les idées sortent vite au départ. Et ça, tu le fais sur un carnet, sur une feuille? Ça, je le fais ici sur une feuille volante. Mais il se peut que je travaille parfois sur des supports différents. Là, il se trouve que ça devait être ce qui avait le plus proche de ma table. Et du coup, j'ai expurgé d'une certaine manière les idées qui me venaient. Ce que je fais ensuite, c'est que je travaille autour de ces 3 doubles pages, comme ça, en noir et en blanc, avec l'imposition des textes. Ça, c'est la version en fait que je leur envoie à la revue pour qu'ils valident mes compositions et que je puisse moi commencer le travail effectif de dessin et de couleur. À ce moment-là, en fait, tout est encore possible pour eux. Ils peuvent me dire, tu pourrais agrandir ci, tu pourrais mettre le texte là, tu pourrais envisager de faire ceci ou cela. Je dirais que ça, du coup, c'est un passage un petit peu obligatoire. Mais souvent, moi, je vois que je pourrais m'en passer. Maintenant, comme on travaille avec un commanditaire, il y a aussi ce dialogue. C'est important, et ce que tu dis là aussi est important par rapport à ce qu'on a vu avec Sébastien Vasson, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui ne mettent pas en couleur leur propre dessin. Or, Tanguy va faire le travail jusqu'au bout. Donc, voilà, ton travail à toi ne s'arrête pas là, non, justement. Non, tout à fait. Et tu as besoin, avant de te lancer dans la couleur, puisqu'on va voir que ça demande pas mal d'aménagements aussi, de tests, de au moins valider le dessin. Oui, la couleur pour moi est importante. Le dessin dit quelque chose, la couleur dit autre chose. Et pour structurer une image, pour hiérarchiser les informations dans une image, pour mettre en valeur des parties de l'image plus que d'autres, la couleur pour moi est un recours extrêmement précieux. Ça permet vraiment de structurer la page, de lui donner de la profondeur, mais aussi de créer un parcours visuel. C'est-à-dire que là, on a quand même des grandes images qui foisonnent de tout un tas d'informations. Si je me passe de la couleur, ou si je donne mon travail et qu'il est mis en couleur par quelqu'un d'autre, il risque de raconter autre chose que ce que moi je tiens à raconter. Alors ça, c'est vraiment une mise en place des choses, et vous le voyez, là, c'est vraiment un dessin au trait, avec plus ou moins de complexité. Souvent, je me sers de documents photographiques pour dessiner un crabe des neiges, par exemple. Je suis obligé d'aller chercher. Là, il est question, par exemple, de poissons qui ont disparu, qui ont souffert en fait de la déperdition des morues en Terre-Neuve, parce qu'il y a eu une pêche intensive qui a massacré les fonds marins. Il y a évidemment tout un tas d'espèces qui ont disparu et dont on n'a pas de traces même. Donc, que faire avec tout ça? On est obligé d'inventer d'une certaine manière.
en disant qu'on invente. Hein. Et moi, pour dire que j'invente, je mets souvent des couleurs qui vont à l'encontre de la réalité. Comme ça, dès le départ, on sait qu'on est dans une fiction. Je ne dépeins pas la morue avec ses vraies couleurs. J'essaye de m'en approcher, mais si je peux jouer l'outrance pour dire qu'on est aussi dans un travail de création et on n'est pas que dans un travail réaliste, la couleur, pareil, est un moyen d'y parvenir. Alors ensuite, ce que je définis très rapidement, c'est un nuancier de couleurs. Le travail, il se fait en grande partie à l'ordinateur, pour moi. L'ordinateur, c'est à la fois très rigolo de manipulation, mais c'est aussi très précis. Autrefois, je travaillais de manière traditionnelle avec l'aquarelle, avec la peinture acrylique, et je me suis souvent rendu compte qu'il y avait un écart énorme entre les couleurs que je déposais sur la feuille de papier et ce qui était imprimé ensuite, ce qui était visible sur Internet. L'ordinateur permet en fait d'avoir quelque chose de très précis. Alors, si au pourcentage près de couleurs. Oui, bien sûr. Si tu me permets juste d'intervenir là-dessus, ça c'est un point vraiment important, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'illustration jeunesse, où les couleurs sont aussi très importantes, j'avais rencontré un illustrateur qui s'appelle Gaëtan Dorémus, et j'avais été fascinée par la qualité de ces couleurs qui ressemblaient un petit peu à des crayons de couleurs, enfin des variations magnifiques. Et je lui avais dit vraiment, qu'est-ce que vous utilisez comme crayon? Parce que pour que ça ressorte comme ça à l'imprimerie, c'est magnifique. Il m'a dit, ah mais en fait je fais tout au crayon de bois. Et après, sur l'ordinateur, je rajoute les couleurs. Donc c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte, en fait, nous, en tant que lecteurs. Mais cette partie-là de la mise en couleur, elle est fondamentale. Et si elle n'est pas contrôlée, justement, l'artiste n'arrive pas au résultat qu'il voulait. Et je dirais que si moi mes images étaient faites pour être présentées sous la forme d'exposition, je les travaillerais autrement. Là, je sais que mes images, elles sont destinées à l'impression. Elles sont destinées à être vues par le plus grand nombre et à être imprimées. Donc peu importe l'original. Là, moi je ne suis pas un fétichiste de la matière, même si j'aime la vraie peinture, la pratiquer et la regarder. Là, c'est la manière la plus directe de tout contrôler, de tout maîtriser de mon travail. Je laisse peu de place au hasard, du coup, en fait, dans ce travail-là. Vous le verrez par la suite, quand je vous montrerai d'autres choses, que le hasard peut intégrer aussi mes images. Donc là, c'est le nuancier initial, c'est les couleurs dont je me dis, il serait intéressant de les utiliser. Là, j'avais envie d'un nuancier très pop, très criard, avec des couleurs très saturées. Que des couleurs saturées, même, quasiment. Avec un noir très noir. Jaune primaire, cyan, magenta, et puis ensuite vous avez ici les couleurs, ce qu'on appelle les couleurs secondaires, qui sont des mélanges 2 à 2 des couleurs primaires. C'est 50% d'une couleur plus 50% d'une autre. Donc c'est un nuancier extrêmement serré, extrêmement primitif, j'ai envie de dire. C'est le b.a.-ba de la couleur, quoi. Et puis je me permets ensuite de désaturer ces couleurs par le blanc, c'est-à-dire de les éclaircir, pour, par endroits, vous allez le voir, créer de la profondeur ou amener de nouvelles teintes aux pages. Et puis ensuite, il y a ici des couleurs que je vais souvent utiliser pour les teintes justement de la morue, qui va être l'élément qui va revenir le plus souvent dans la rubrique. Alors, on va regarder les 3 pages comme ça dans leur ensemble. Et puis ensuite, on fera des gros plans dans ces images, puis je vous montrerai les différents documents dont je me suis servi pour la réalisation de ces images. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations entre les textes, les éléments à dessiner. Il y a beaucoup de choses. Alors là, à l'écran, ça paraît encore plus saturé d'informations. Quand on est posé devant un livre, on prend davantage le temps. Et puis, il y a une logique de parcours du regard dans les images qui fait qu'on arrive très vite à comprendre où on commence, où on termine. Ça, c'est la première double page. Alors là, je ménage un blanc parce que la revue dessinée a aussi une charte graphique, c'est-à-dire des éléments à mettre sur certaines de ces pages. Et donc là, moi, je suis un petit peu tributaire de leur graphisme. Je laisse un espace dans lequel ils vont apposer leur texte avec leur typographie. À l'intérieur ensuite des 2 pages, moi je suis libre d'utiliser les typographies que je veux, c'est-à-dire l'écriture que je veux, les couleurs que je veux, etc. etc. pourvu que ça leur plaise et pourvu que ça fonctionne avec la journaliste.
Du coup, en fait, c'est certainement la double page la moins structurée parce que moi, je suis tributaire de ce bandeau là que j'ai pas fabriqué moi-même. Pour les deux autres doubles pages, pour le coup, j'ai une liberté totale. Là, eux n'interviennent absolument pas. Là, ce qui m'intéressait dans cette double page, c'était d'avoir ces deux grands cercles là qui structurent ces deux pages, avec d'un côté un des radars des bateaux de la marine contemporaine, et puis de l'autre côté, mais on va s'en approcher après, il était question de parler du travail des pêcheurs et du déclin finalement de leur travail avec la mort lente de la morue au large de Terre-Neuve. Et ce cercle, je l'ai repris d'une peinture de Jérôme Bosch, qui représente le Christ qui descend, qui porte sa croix. Je vais vous montrer le document par la suite. J'aime assez dans mes images faire un écho, faire des clins d'œil à l'amateur, à l'amatrice d'art, qui aura tout de suite repéré évidemment de quoi il s'agit. Moi qui suis très soucieux de l'histoire de l'art, à chaque fois que je dessine avec tous ceux que j'aime. Voilà, oui, si je peux prendre avec moi un Bosch, je le prends volontiers. Tu parles de clin d'œil, mais c'est pas juste ça, parce que même dans les fanzines que tu m'avais montrées, c'est déjà habité par les références, etc. Mais ça va au-delà du clin d'œil, c'est effectivement... Pour moi, c'est à la fois... Être en bonne compagnie, c'est une bonne formulation, mais c'est pas que ça. C'est pas qu'un clin d'œil, oui, je suis d'accord. C'est parfois une forme d'hommage, c'est parfois aussi une volonté de jouer à côté d'eux. Voilà, moi j'aime bien cette idée qu'on puisse aussi s'inscrire dans la grande histoire de l'art. Je trouve que c'est rigolo, c'est marrant. Surtout quand on fait de la bande dessinée qui a été souvent considérée comme un art mineur. Moi j'aime bien, je suis assez soucieux de ça, de truffer mes images de références qui sont peut-être un peu plus... qui font la part belle à la création historique aussi. Voilà. Il y a un petit peu de provocation dans ce cas-là. Évidemment. La morue s'invitant. Tout à fait. Et Jésus qui, vous le savez, démultipliait les poissons, je le voyais bien là, évidemment, porter une morue immense en guise de croix pour annoncer le déclin, finalement. Voilà. Donc il y a évidemment de la provocation là-dedans, mais il y a aussi le respect d'une tradition, d'une certaine manière, quoi. Et puis la troisième image, pour moi, ce qui était important, c'est que quand on ouvre la double page, à la manière de ces livres pour enfants qu'on appelle des pop-up, vous savez tout ce que c'est-à-dire des livres qui se déploient comme ça, j'avais envie qu'on fasse face directement à un crabe des neiges, quasiment au format du crabe des neiges. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime, moi, dans la peinture flamande, dans certaines peintures flamandes, ou chez le Caravage, par exemple. Le Caravage, il peint ses personnages à l'échelle 1. Comme si c'était notre voisin, notre voisine. Et du coup, quand on fait face au Christ, quand on fait face à la Vierge, elle a la même taille que notre voisin ou notre voisine. Et moi, j'avais cette envie là que ce crabe des neiges nous saute à la tête avec sa belle couleur, avec ses yeux. Les yeux du crabe des neiges sont très particuliers. J'avais vraiment envie qu'on soit apostrophé comme ça par le crabe des neiges. Donc ça, c'est les trois doubles pages. Et puis ensuite, je vais vous montrer du coup la documentation, le travail, le vrai gros travail, hormis le dessin, c'est le travail de recherche. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer quand on a affaire à l'histoire de la morue depuis quelques siècles. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une morue, quoi ? Et là, je fais une collection absolument incroyable de personnages fiers de porter à bout de bras tout un tas de morues. Alors, vous voyez que la morue, là, elle a des formes, des couleurs qui sont très différentes. Hein. Les morues de nos côtes ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au large de Terre-Neuve. Et même sur nos propres côtes, on a différentes variétés de morues. Donc moi, il faut que je synthétise là l'idée d'une morue. Donc là, voilà la première morue, c'est celle que je veux bien grande pour avoir ensuite, en fait, pour me sentir très libre, c'est-à-dire que je l'ai dessinée correctement une fois, ensuite je peux la dessiner à ma façon. Je peux même retirer des choses, je peux même un petit peu la transformer. On a fixé un petit peu dans notre esprit ce qu'est une morue dans un premier temps, quoi. Alors la recherche documentaire pour la double page, vous voyez, elle se fait évidemment à partir de gravures,
Parce que quand il s'agit de remonter quelques siècles en arrière, il n'y a pas de photo des côtes de Terre-Neuve, par exemple. Il n'y a pas de photo du travail. Et moi, je dois me reposer uniquement sur le texte et puis mes recherches. Alors les recherches, la plupart du temps, je les fais sur Internet. Sur Internet, on a un accès facilité à tout un tas d'informations. Quand je ne trouve pas sur des sites français, eh bien, je traduis les mots et puis j'arrive à trouver des petits sites hyper confidentiels en Italie et du coup j'arrive à récupérer des documents qui vont évidemment m'intéresser et puis me servir. Ici par exemple une petite gravure qui montre l'endroit où on écaillait les morues. Voilà, l'endroit où on préparait les morues avant qu'elles ne soient préparées. Ici, c'est un bateau particulier qui date à peu près de cette époque, c'est le Marité. Là, pareil, je ne vais pas inventer un bateau de cette époque, il faut que je colle un petit peu au réel, quoi. Donc je m'intéresse tour à tour à la pêche de la morue, mais aussi à la marine de ce siècle-là. Lorsqu'il s'agit de dessiner un seau de morue, soit j'achète plein de morues chez mon poissonnier et puis je fais une photo chez moi, soit j'ai pas trop le temps et puis moi je suis un peu indisposé par les odeurs de morue et donc je vais chercher un petit peu sur Internet. Et là par exemple sur Internet je trouve pas de photos où il y a des seaux remplis de morue. Donc je suis obligé de recomposer une réalité qui n'existe nulle part sur Internet. Donc là je me suis servi d'un timbre-poste qui voyait une gravure de morue et du coup j'ai repris, vous le voyez à peu près la composition et puis j'ai ajouté d'autres morues à tout ça pour recomposer un réel que je n'ai pas eu devant les yeux. Ici, alors ça c'est très intéressant, c'est les premières photos où on voit les pêcheurs de la morue, où on voit leur tenue, leur costume. Alors ensuite c'est des photos noir et blanc, donc qu'est-ce que je fais avec ça moi? Et puis évidemment, à force de lecture, je comprends que leur costume a à voir un petit peu avec celui de nos contemporains. Il y a déjà des matières qui sont imperméables, qui sont des toiles cirées, qui sont des... Donc j'y vais, je crée à partir du réel, et puis je donne ma version des choses. Avec outrance, comme ça, on est sûr que... Moi, je suis à peu près sûr qu'on ne va pas me tomber dessus en me disant « Mais dis donc, tu ne peux pas dessiner des cirés comme ça, mon garçon ». C'est pas possible. C'était pas comme ça à l'époque. Voilà. Au moins là, avec les couleurs criardes, je sais que je suis d'une certaine manière dans la fiction. Mais je m'intéresse quand même à la forme de leurs vêtements. Il y avait une fonctionnalité attribuée à ces vêtements et du coup, je me dois de les incarner. Voilà. Il y a des fois des photos sur lesquelles je tombe qui me font me dire mais là en fait j'ai rien à inventer quoi. La photo elle est super. Ce personnage là par exemple. Un pêcheur bien vivant qui joue à la marionnette avec ses dos morus, j'ai eu envie de lui rendre hommage, j'ai eu envie de le faire quasiment tel quel. Voilà, ça me semblait tellement improbable comme document. Est-ce que c'est la photo qui t'a poussé vers les marionnettes ou... Non, alors on pourrait parler marionnettes dans un autre chapitre. Ma grand-mère était marionnettiste en fait, enfin marionnettiste. D'accord. Elle me faisait fabriquer des marionnettes ensemble. Pour cette double page-là, par exemple, avec tous ces bateaux un peu compliqués, toute cette technologie nouvelle qui permettait aux pêcheurs d'aller plus vite, d'aller plus loin, avec une technologie extrêmement précise, des nouveaux engins qui permettaient de capter des sonars, des radars, etc. Tout ça, ça ne s'invente pas. On est obligé, enfin moi en tous les cas, j'étais obligé pour respecter l'histoire, d'aller chercher des documents. Donc de représenter les bateaux tels qu'ils étaient. Les méthodes de pêche aussi, telles qu'ils étaient. Moi, je ne sais pas comment on pêche la morue en 1900, par exemple. C'est un truc précis, quoi. C'est des gestes, c'est intéressant de découvrir ça, surtout quand on n'aime pas les poissons. Donc tous ces bateaux, ils sont évidemment tirés de vrais bateaux de l'époque, de photos que je vais récupérer à droite et à gauche. Là, vous voyez, c'est une photo de maquette. Alors ça c'est intéressant, une maquette par exemple, on le verra tout à l'heure pour les lapins, quand on regarde des photos de lapins par exemple, ils ont toujours les pattes dans l'herbe. Alors comment c'est des pattes de lapin quoi? Et moi je m'intéresse à des sculptures de lapins dans ces cas-là. Voilà, la sculpture de lapin, je peux regarder comment c'est fait les pattes.
Ben là, c'est pareil. Comment on comprend la forme de la coque d'un bateau. Comment représenter un bateau sous l'eau. Et ben voilà, la maquette, elle est là pour ça. Elle est intéressante pour ça. Les petites baraques accrochées aux côtes de Terre-Neuve. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les panneaux circulaires en peinture, ça s'appelle des tondos. Ça vient de rotondo. Il me semblait intéressant là, de confronter le rond du radar et le rond d'une image un peu pieuse, comme ça, avec du coup une reprise là, de cette peinture de Jérôme Bosch, hein, qui voit le Christ là porter sa croix, entouré de toute une foule de personnages plus grotesques les uns que les autres. Pour moi, Bosch, c'est déjà de la bande dessinée, c'est déjà de l'illustration. Il y a quelque chose de très caricatural, de très outrancier chez lui. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'était une peinture en plus qui n'était pas uniquement faite pour décorer les églises, mais c'était une peinture qui était faite pour décorer comment dirais-je, les bars. Voilà, c'était une peinture généreuse, quoi. Et du coup, il me semblait tout naturel, là, voire évident, de reprendre cette peinture à ma façon, en mélangeant dans cette foule de personnages grotesques des vrais pêcheurs, des pêcheurs qui ont existé, auxquels j'ai envie de redonner une place quelque part. Je suis très soucieux de ces documents-là qui disent la vie des gens à une certaine époque. Et tous ces inconnus-là, ces messieurs qui passaient la plupart du temps, énormément de temps en mer, qui avaient une vie très particulière, tout ça m'importe. Et j'ai à cœur, évidemment, d'incruster leur visage dans cette foule grotesque de Jérôme Bosch. Donc là, vous le voyez, en fait, hein, c'est ni plus ni moins les personnages que je reprends tels quels, hein. Alors à ma manière, avec des couleurs contemporaines, mais en gros, cette image, c'est une image composite à partir de ce qui, moi, me parle, l'histoire de ces pêcheurs, et puis cet hommage à Bosch et à sa peinture. Donc là, vous voyez, hein, moi j'ajoute juste la casquette, là, la toile cirée, je modifie les couleurs, et évidemment, il ne s'agit pas de recopier, il s'agit vraiment de se réapproprier. Voilà. Pour moi, il faut que la référence soit comme une évidence. C'est important pour moi. Avec toujours le jeu des couleurs, par exemple, ils ont tous les yeux bleus, presque mourus. Oui. J'avais envie que le regard de ces pêcheurs-là, pareil, j'avais envie qu'ils nous apostrophent, quoi. Je trouve que c'est une belle manière en fait de rentrer dans l'image que d'y rentrer par les regards des personnages. Là, par exemple, le regard de ce crabe était pour moi très important. Voilà, j'avais vraiment envie qu'on fasse face à lui. Voilà. Dans la réalité, ils sont vraiment comme ça, les yeux. Tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai passé un peu de temps d'ailleurs à essayer de comprendre comment fonctionnait il y a une sorte de voile un peu opalescent. Et puis il y a des couleurs qui sont incroyables, quoi, vraiment. Quand on regarde avec un vrai souci du détail un crabe, moi je l'ai souvent fait quand j'étais petit, j'étais fasciné par ça là, et ma mère cuisinait le crabe, elle l'amenait vivant, et bon, c'était horrible de le voir ébouillanter, mais j'étais fasciné par cette anatomie là si particulière. C'est quand même dingue, la nature, quand on la regarde d'un peu près. En plus, là, quand il s'agit de crabes qui n'existent plus, moi j'ai plaisir à retrouver là les détails. Ça, du coup, c'est une image que je recompose à partir de gravures, de photographies de crabes qui se rapprochent des crabes des neiges. Bref, je recompose un réel, encore une fois, qui n'existe pas. C'est ça mon rapport moi au réel. Parce qu'il y en a vraiment plus du tout. Il y en a, en fait, ils ont énormément muté depuis l'époque. Et c'est comme pour bon nombre d'animaux, hein, on le verra tout à l'heure pour les lapins si on a le temps de faire une incursion en Australie. Comment dirais-je, les espèces ont aussi beaucoup changé par rapport à la température, par rapport à la comment dirais-je, à l'entourage direct.
sur cette double page, on apprend par exemple la disparition d'un certain nombre de poissons, l'apparition d'autres au profit de la morue. C'est ce jeu de va-et-vient là très intéressant à exprimer en dessin qui était ici de mise, quoi. Et quand tu parlais de la disparition, de l'apparition, est-ce que tu pourrais nous commenter l'apparition du poisson en bas à droite? Alors de celui-ci là, Oui. on va y venir. Je vais faire un gros plan par la suite sur cette image. La relation entre ce crabe des neiges et la morue. Il faut lire Ah oui. le reportage, mais je peux vous lire une partie ici là. Alors attendez, c'est ici. Voilà. Après l'effondrement des stocks, donc de morues, les populations de mollusques et de crustacés ont considérablement augmenté. Les pêcheurs de Terre-Neuve, qui n'avaient pas quitté les ports, se sont donc mis à capturer ce qui avait une valeur commerciale, et en particulier le crabe des neiges, très lucratif, qui, débarrassé de son principal prédateur, la morue, s'est mis à pulluler. Et puis, évidemment, à un moment, ça décline aussi, hein. C'est un jeu de va-et-vient très complexe et savant. Voilà. Les prises de crabe des neiges ont ainsi atteint leur apogée à la fin des années 90, avec près de 70 000 tonnes pêchées, mais elles diminuent depuis de manière inquiétante. En 2015, seules 47 000 tonnes ont été sorties de l'eau. Il y en a encore, mais vous voyez bien qu'il y a un déclin. C'est très net. Ouais, surtout qu'ils sont pêchés à des grandes profondeurs et qu'on ne consomme que les pattes, donc c'est une espèce de gâchis Exactement. sans nous. Donc là, comme je vous le disais, je m'intéresse à des vieilles gravures qui me permettent de tourner autour du crabe, c'est-à-dire d'essayer de comprendre son relief. Et puis je m'intéresse évidemment à des photos des crabes des neiges qui restent pour en faire ma propre version. Là, ce qui me semblait important, encore une fois, c'est quand on ouvre la double page, ce crabe des neiges nous fait face. Alors, dans le détail ensuite, je dois aller chercher ce que c'est qu'un caplan, par exemple, qui lui aussi va disparaître de la zone. Voilà, un caplan, on n'a pas de photo de caplan. Ou peu. Il y a des mollusques qui sont incroyables et qui m'amusent évidemment de dessiner. Celui-là me semble tellement improbable que j'ai envie de lui donner une place au cœur de ma page. Alors, ce qui est dommage, pardon, parce que quand tu m'as remontré ça, quand on préparait l'interview, je me suis dit, mais ce coquillage conjuguant sexe féminin et masculin est juste magnifique. Mais comment ne l'avais-je pas remarqué quand j'avais lu? Mais en fait, c'est parce que c'est dans la pliure de la revue. Tout à fait, tout à fait. Alors, voilà, profitez-en, parce qu'on le voit beaucoup moins bien dans la revue dessinée, c'est vraiment dommage. Parce que, alors, je ne sais pas comment toi tu le vis, du coup, quand tu reçois les exemplaires, mais c'est quand même une sacrée transformation du dessin aussi. Mais oui, alors moi je sais que dans la pliure, il ne faut pas mettre des informations importantes. Non. Voilà. C'est comme ça. Il y a toujours une sorte de marge auquel nous, on doit penser quand on fait une double page. Voilà. On n'est pas effectivement là face à une peinture. On a une coupure, et puis on a un pli, et on a une ombre, donc on a des choses cachées. On peut aussi exploiter cette zone cachée pour y planquer, par exemple, un mollusque qui a la forme mi-homme, mi-femme. Et puis il y a cette créature là que j'invente parce que la phrase qui clôt le reportage va dans ce sens-là. C'est bon, on sait ce qu'on perd, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Moi, en tant que dessinateur, j'ai envie de trouver ce personnage-là. J'ai envie de faire face à cet éléphant de mer arc-en-ciel avec une tête de Moped-Show. Voilà. C'est aussi là la part d'inventivité, de créativité que nous, on s'octroie quand on a affaire à une information un peu dure, des données textuelles brutes. Il faut qu'on s'amuse, évidemment, et puis qu'on amuse les lecteurs et les lectrices. Et dans cette évolution des pages, parce que ça c'est la dernière double page, on retrouve la même logique de narration, c'est peut-être pas le mot en fait, mais de traitement de la réalité, donc très précise avec les données, la recherche, on a vu, extrêmement minutieuse de documents, de reproduction, et au fil des pages, il y a, donc ta patte, elle s'imprime directement avec le travail des couleurs aussi au départ, mais on va plus vers le fantasme, l'imaginaire et l'humour au fil des pages en fait. On retrouvera la même logique dans le reportage sur les lapins. Dans le deuxième, tout à fait. C'est ce qui avait plu en fait à l'équipe lorsqu'ils ont reçu le premier reportage.
Le sujet étant très différent, évidemment, je ne pouvais pas le traiter de la même manière. Mais vous allez le voir, ça reste quand même assez raccord. Je ne me sentais pas de changer du tout au tout non plus, même si on abordait un autre sujet, en l'occurrence la prolifération des lapins en Australie, qui me proposait là, évidemment, tout un tas de nouvelles choses intéressantes à dessiner. Le lapin, évidemment, sous toutes ses formes. Et là, effectivement, comme tu le disais, je procède du même effet. J'impose la silhouette du lapin dès la première double page, ce qui me permet ensuite de simplifier sa forme et puis d'aller vers autre chose. Ça, c'était un reportage qui était très intéressant à illustrer. Je me sens plus proche, moi, du lapin que de la morue. Du coup, il y avait une relation affectueuse dès le départ avec cette petite bête. Mais il y avait des images aussi très dures à dessiner, parce qu'il a été question de prolifération à un moment du lapin, et du coup, on a dû trouver des solutions qui étaient très malheureuses pour éradiquer les lapins, qui n'arrêtaient pas de se démultiplier, évidemment. Tout ça part d'un Anglais qui débarque en Australie et qui, pour amuser ses amis, fait une sorte de battue avec une demi-douzaine de lapins. Quasiment 2 ans plus tard, ils se sont fait la malle, évidemment, et il n'y en a pas partout sur le territoire. Ils prennent la place d'autres animaux dans leur terrier, ils ravagent la végétation. C'est horrible. Alors on peut imaginer qu'aujourd'hui, hein, la meilleure manière de parvenir à nos fins, c'est de mettre le feu, effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment. On peut imaginer en ce moment qu'en Australie, des milliers de lapins dépérissent dans les flammes de l'enfer. Bon, du coup, en fait, c'est de tout ça que ça part. C'est de cet homme-là, qui s'appelle Thomas Austin. Et cet homme, il fallait que je le dessine. Il fallait que je le dessine en train de chasser. Voilà. Je dois dessiner aussi sa demeure, qui s'appelle Barwon Park. Donc c'est très intéressant parce que c'est en faisant cette recherche de documents, on crée un portrait qui est de plus en plus précis de la personne. On sait où il habite, on sait de qui il est entouré, et du coup on comprend mieux peut-être sa personnalité. Du coup, on a peut-être moins de scrupules à animer le personnage d'une certaine manière, à se l'approprier, à lui faire faire des choses. Voilà. Encore une fois, il y a une forme de respect du réel, mais aussi d'invention, quoi. Il faut aussi se faire plaisir. Donc là, vous voyez, je m'intéresse à des gravures qui représentent des chasseurs autour de ces années-là, et puis la demeure de Barwon Park qui existe toujours, auquel je donne, moi, des couleurs de maisons de poupées. De famille Adams. Complètement. Entre la famille Adams et la poupée Barbie, là. Très intéressant, évidemment, de dessiner des animaux qui copulent. Le lapin, en plus, a une expressivité et une créativité en termes de posture que j'ai eu à cœur de saisir dans des petites orgies lapinesques, là. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Pour moi, c'est plus intéressant que de regarder des photos du virus qui a permis de tuer le lapin par la suite, quoi. Il y a quelque chose de plus heureux là-dedans. Et puis, très intéressant aussi dans ce reportage, dessiner des animaux qui n'existent plus, leur redonner vie d'une certaine manière. Et pas à la manière des gravures anciennes, mais en essayant de les faire interagir avec le décor, de leur donner des couleurs qui accentuent l'idée de mouvement, l'idée d'un cœur qui bat sous cette petite peau, quoi. C'est ce qui se passe ici avec le Desert Rat Kangourou. J'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner ces différents animaux-là. Alors ça, c'est la double page du centre, du coup, c'est la page 3 et la page 4. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations, là, très complexes. On reconnaît évidemment les paysages d'Australie, là, avec un soleil qui s'éveille ou qui s'endort. Et puis dans cette double page, là, dans un même décor,
eh bien j'arrive à mettre tout un tas de choses. Là, il n'y a pas de cases comme dans une bande dessinée, mais j'essaye de faire emprunter le regard, j'essaye de créer un parcours du regard dans les images, toujours à partir de références. Quand je ne trouve pas une référence directe, eh bien je réinvente les choses. Par exemple, pour les postures de ces personnages, pour leurs costumes, j'ai trouvé des documents, mais quand il s'agit de faire déverser un grand récipient de poison dans l'eau, je trouve pas de documents là, donc j'invente évidemment à partir des photos que je trouve. Là, il y avait un code pour moi qui était important dans ce reportage, c'était tout ce qui est magenta, tout ce qui est rose chewing-gum est toxique. Voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait un code couleur là qui tranche avec tout le reste et qui dise là on est en train de tuer en masse. Ça n'a pas dû tuer que les lapins. Pardon ? Ça n'a pas dû tuer que les lapins. Ah non, évidemment que ça a tué tout un tas d'autres espèces. Mais l'homme est un monstre. L'homme amène un lapin qui prolifère et l'homme ensuite tue un lapin, mais tue aussi tout un tas d'autres espèces. C'est ce que met en valeur évidemment le texte de Cécile Cazenave, hein, et c'est ce pourquoi moi je dessine là. Hein, c'est l'effet papillon, hein, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait à un endroit a une incidence sur le réel qui est parfois démultipliée. Voilà. Ça rejoint aussi l'idée de ce grand Leporello, hein, c'est-à-dire que il y a toujours cette ligne d'horizon dans les images, et cette ligne d'horizon, elle est toujours la même. Je veux en fait qu'on puisse quasiment raccorder la première page à la dernière page. Oui, puis il y a des choses subtiles dans le traitement de la couleur aussi, c'est-à-dire quand tu disais que le magenta était la couleur du poison, c'est-à-dire que même l'horizon est poison. En fait. Tout à fait. Voilà. Oui. Même si c'est dit à aucun moment, oui. On est juste dans l'interprétation, mais qui ne passe que par la couleur à ce moment-là. Exactement. Et ce qui me permet de relier d'ailleurs certains pavés de texte avec mes images, c'est aussi la couleur. Tout ce qui a attrait au poison, je vais avoir à cœur évidemment de l'inscrire en magenta. Alors, on n'est pas en train de lire un reportage en noir sur blanc là. Et on fait face à des artifices, tant qu'à faire, autant en jouer. D'ailleurs, je voulais te demander, entre ce reportage-là et celui sur la morue, est-ce que tu as eu des réflexions sur la typographie? Parce qu'il y avait plus de couleurs dans ta typographie sur la morue. Oui. Bon, pareil, hein, qui jouent très bien des contrastes et qui font bien ressortir les mots, alors que là, c'est plus homogène et que ça joue plus sur une différence de teinte, je dirais. Alors, en fait, dans mon souvenir, parce que maintenant c'est assez loin, le premier reportage, les références étaient un peu parsemées dans les textes. Là, le texte était plus construit par bloc, et du coup, j'ai eu moins... Enfin, l'intention de teinter certains mots était moins forte. Enfin, l'envie de teinter certains mots était moins forte. Voilà. Il est pourtant différent à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de végétation, je le mets en vert sombre. Ah bien sûr, voilà. Mais je parlais par rapport au pavé de texte, puisqu'on va avoir un magenta plus ou moins foncé en fait, alors que dans l'autre il y avait carrément un mot rouge ou un mot ouais. Vert alors, qui pour tout te dire, il y a eu lors du premier reportage, les seules discussions un peu tendues que j'ai eues avec les rédacteurs en chef, ils avaient changé la couleur de certains mots. Et du coup, ça amenait du contresens. Donc, je les ai appelés en leur disant « mais vous ne pouvez pas faire ça ». Il y a une logique. Pour moi, la couleur fait sens. Ce n'est pas juste une matière pour attirer l'attention, c'est une matière pour amener une histoire au mot. Et du coup, quand on change quelque chose comme ça, qui a une importance pour moi et qu'on ne me prévient pas, j'ai tendance à dire, écoutez, là, vous faites un truc qui, moi, ne me va pas. Prévenez-moi, parce que la prochaine fois, sinon, je rempile pas, quoi. Pour moi, c'est important. Ça touche à ton identité d'artiste très précisément. Enfin, exactement. Et du coup, ils ont tout rechangé, du coup. Ils ont été très cool avec moi, parce que j'ai un peu perdu comment dirais-je, je suis un petit peu sorti de mon cadre à ce moment-là, parce que j'avais d'autres préoccupations à enchaîner. Et du coup, ils ont bien compris, en fait, que on ne touche pas à la couleur avec ton classique. Oui. Je suis devenu, pour eux, je pense, une sorte d'ayatollah de la couleur. Voilà. Mais le texte, c'est vous qui décidez de faire une petite
phrase, 3 bouts de ligne par rapport au grand texte initial Alors, en fonction du dessin. Là, pour ce texte-là, sur les lapins, j'avais eu une première version du texte qui était beaucoup plus importante en termes de nombre de caractères. Je leur ai montré, avec mes 3 premières esquisses, que là, j'avais plus du tout de place. Et donc, s'ils avaient envie d'avoir des pages qui sont digestes, il fallait couper un peu. Moi, je leur ai promis qu'en retirant certaines phrases, j'essaierai de les dire par le dessin. Pour moi, en fait, ce qui est important dans l'illustration, c'est de ne pas avoir juste une image qui redit la même chose que le texte. C'est d'apporter une information supplémentaire, d'apporter un point de vue supplémentaire. C'est ça pour moi l'intérêt en fait de la revue dessinée. C'est pas juste de proposer des images qui collent au texte, c'est de proposer des images qui amènent quelque chose au texte. Voilà. Du coup, ce qu'on retire du texte doit filtrer à un moment ou à un autre dans les images. On retourne à cette double page-là, avec, vous le voyez, là, différents documents, du coup. Ça s'est beaucoup fait, des conserves de lapins bouillis, par exemple. Ça doit être peu ragoûtant. Je trouvais intéressant, là, de formaliser ça, et puis de poser un lapin bien vivant à côté de la boîte de conserve. Et des images qui sont parfois assez difficiles même à voir lorsqu'il s'agit par exemple de parler de l'injection du virus de la myxomatose ou tout un tas de... Oui, voilà, c'est ça. En 1950, les Australiens larguent dans la nature le virus de la myxomatose. Inoculé par les moustiques, il fait des ravages. À certains endroits, plus de 90% de la population de lapins est rayée de la carte. Bon, là, pareil, je tombe sur des images qui sont dures, quoi. Des lapins qui saignent du nez, des lapins avec des yeux atrophiés, enfin, des choses assez peu ragoûtantes. Là, pour le coup, le dessin permet quelque part de faire passer la pilule, les couleurs, permettent de relativiser le choc de la dureté du réel. Et puis il y a justement un jeu de déréalisation là. Si on regarde le lapin, il est habillé avec une espèce de tissu. Tout à fait. Habillé, pardon, c'est son pelage qui prend une forme de tissu plus ou moins. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est un motif de tissu écossais là. Oui, parce que le but c'est de dire la monstruosité là. Et pour dire la monstruosité, le dessin n'a pas son pareil. On peut tout transformer à volonté. On peut jouer du grotesque. Moi, j'aimais beaucoup cette photographie-là, qu'on voit beaucoup quand on... C'est une des photographies emblématiques de la propagation des lapins en Australie. On la trouve sur de nombreux sites. Je la trouve assez frappante, cette photo. Et du coup, je l'ai reprise quasiment telle qu'elle, là. Elle me semblait tellement intéressante. C'est une grappe de lapin, quasiment, là. Donc des documents comme ça, évidemment, je m'en empare complètement, quoi. Pour l'île de Vardang, par exemple, il fallait évidemment la forme de l'île de Vardang. Même si ce lapin était immense, même si c'était irréel, il me faut la bonne forme d'île. Comme ça, je sais que si un jour je vais sur l'île de Vardang, elle a cette forme-là aussi. Il ne sera pas refoulé à l'entrée. Exactement. Et puis là, on a une photo microscopique d'un virus, le calicivirus en l'occurrence. Ça, c'est des formes qui sont très intéressantes à dessiner pour un dessinateur ou une dessinatrice. On est quasiment face à une abstraction, là, donc c'est intéressant, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on dessine des lapins, et là, pour dire la prolifération, on est obligé d'en faire beaucoup, on a envie évidemment de dessiner autre chose que le lapin. Donc, d'autres animaux. L'opossum, celui-ci, il est très joli, là, c'est un kangourou avec des chaussettes jaunes quasiment. Donc j'ai tiré un peu plus le jaune vers le jaune orangé qu'un brun jaune. Donc là, il y a celui-là, c'est le Yellow-footed Rock Wallaby. Celui-ci, c'est l'opossum, ici. Et puis là, un qui a complètement disparu, qui s'appelle le Lesser Stick-Nest Rat. Et puis le reportage se termine donc sur cette image-là, avec ce texte qui dit « Mais voilà que l'Europe commence à avoir les chocottes ».
Le lagomorphe ayant bien réussi à traverser les océans jusqu'en Australie, un virus pourrait très bien faire de même dans l'autre sens, et par l'avion cette fois. Coincé dans les bottes d'un touriste australien. Les experts espagnols estiment qu'un virus qui a été créé du coup pour éradiquer le lapin, RHDVI1K5, est aussi mortel que le choléra et aussi contagieux que la grippe. Pour les lapins européens, les carottes pourraient bientôt être cuites. Alors, est-ce que je peux juste te demander de commenter, ce que je trouve très intéressant aussi par rapport à la précision de ton travail, l'approche du réel, le temps et le soin que tu prends, ne serait-ce que pour travailler une trame improbable sur un lapin. Bon, alors ça c'est mon goût pour les formes graphiques. J'ai une formation art plastique par les Beaux-Arts, mais j'ai aussi, parce que c'était dans les rayonnages des meubles de mon père, une culture du graphisme. Je m'intéresse de très près à la forme de la lettre, à la composition des affiches. J'ai eu accès à un matériel de composition graphique très tôt, parce que mon père, qui est chanteur dans le groupe Triane, a très tôt réalisé les pochettes et les affiches des disques de son groupe. Et du coup, j'ai eu accès à ce matériel, à des cutters, à ce qu'on appelait des lettres A7, c'est-à-dire des typographies qui étaient comme des décalcomanies. Voilà. Et comme j'ai eu un accès facilité et très rapide à toute cette matière graphique, je m'y suis intéressé. Et du coup, je me suis intéressé de très près aux techniques d'impression traditionnelles et contemporaines. Je me suis intéressé évidemment à l'art de la typographie. Et du coup, ce tramage-là, par exemple, ça fait écho à ce qu'on appelle des trames stochastiques. Alors, c'est un peu compliqué, c'est très technique. Mais c'est ce qu'on faisait autrefois pour avoir des mélanges de couleurs aléatoires. Aujourd'hui, vous le savez, la plupart des images sont imprimées avec des trames qui sont déposées sur des lignes. Quand on agrandit une image de très près, on voit plein de petits points qui sont alignés les uns par rapport aux autres. À une certaine époque, ces trames, elles étaient aléatoires. C'est-à-dire, elles étaient un peu liées au hasard, comme ça. Elles n'étaient pas rangées sur des lignes. Et bien là, j'ai eu envie de faire appel à ce type de tramage, des tramages à l'ancienne. La revue dessinée est imprimée avec des techniques contemporaines. J'ai décidé, moi, d'inoculer dans leur trame mon propre virus, oui, exactement. Et si je peux le faire de manière, comment dirais-je, de façon à ce que ça ait un peu de sens, je le fais volontiers. Ici, en fait, c'était pour dire le fait qu'on se rapproche du lapin. On voit davantage sa matière. J'ai pas voulu dessiner tous ses poils. J'ai voulu évoquer une matière qui soit pas aussi rangée qu'une trame traditionnelle. Et du coup, la trame aléatoire me paraissait la plus à même de répondre à mon souci, là, à mon besoin. Voilà. Est-ce que du coup on peut faire une petite parenthèse avant de passer à la suite pour quand tu parles là de cette découverte du graphisme, des trames, des lettres, enfin tout ça, pourquoi du coup tu n'es pas devenu graphiste ou illustrateur? Qu'est-ce qui t'attire à ce point dans la bande dessinée en fait? Écoute, justement moi je fais pas le choix. Je me sens graphiste quand je travaille vraiment sur un produit graphique. Je me sens illustrateur quand j'aborde l'illustration d'un texte. Je crois que j'ai pas envie de faire le choix d'un métier. C'est grave, docteur? J'ai la même maladie, donc je ne pourrais pas juger. Non, en fait, je crois que c'est tellement drôle d'être tour à tour sur une scène et défier un copain, une copine au dessin devant le public. C'est tellement drôle à un moment d'illustrer la prolifération des lapins en Australie. C'est tellement chouette à un moment de faire la pochette pour un groupe de techno. Moi, je ne veux pas me priver de ça. Et j'ai beaucoup de chance parce que dans mon métier de dessinateur, graphiste, illustrateur, etc., les gens dont j'apprécie le travail m'appellent pour ce que je sais faire en plus. Donc quelque part, je me sens légitime au cœur des familles qui me font venir. Du coup, j'ai pas envie de choisir. Quand on me propose de faire des marionnettes sur un court-métrage,
je me dis, bah, on a pensé à moi, j'y vais, quoi, forcément. Quand on propose je sais pas moi, d'illustrer un magazine de culture et de tendance, là je le vois sur la table, le costard, et qu'on dit t'es libre de proposer à quelqu'un d'autre de jouer avec toi, bah évidemment j'y vais, quoi, je peux pas dire non. C'est aussi l'un de mes problèmes, c'est-à-dire qu'on me fait de plus en plus de propositions intéressantes et il m'arrive du coup de pas pouvoir toutes les mener parce que j'ai envie de toutes les faire bien. Ce qui explique aussi que ce projet qui était monté par la revue et qui était censé se prolonger, finalement, au bout d'un moment, tu as dit j'arrête après les morues et les lapins. Exactement. Eux, en fait, ils avaient très envie que je poursuive. Et pour moi, en fait, c'était... J'avais goûté à ça. J'avais vu un petit peu à quoi j'avais affaire. Et en plus, comme ça me demandait beaucoup de temps, j'ai préféré privilégier d'autres projets qui me prennent aussi beaucoup de temps, mais qui m'amusaient plus aussi à ce moment-là. Je crois que je n'ai pas envie de rentrer dans une forme de routine avec le dessin, avec la pratique des arts. Pour moi, c'est quelque chose que je veux garder comme un réel plaisir. Il ne faut surtout pas que je soumette ça à l'économie. Pour moi, c'est deux choses bien distinctes. Ce qui est un luxe ça ne veut pas dire suprême. ça veut pas dire que ce n'est pas mon métier. En général, quand on me demande quel métier je fais, je m'adapte aussi à la personne qui me questionne. C'est-à-dire que si je sens que j'ai quelqu'un qui en face de moi qui va être prompt à la discussion, je dis je fais du catch de dessin. Parce qu'effectivement, je fais du catch de dessin. Mais je peux aussi dire que je suis enseignant-chercheur. Qu'on peut expliquer ce que c'est que le catch de dessin parce que... Bon, ça vous intéresse ? Ouais. Je vous montre d'abord la tête de mon personnage, peut-être. C'est un personnage qui est né en 2006. C'est lui. Il s'appelle Louis Vengeur. C'est un peu le papa des catcheurs et des catcheuses, puisque c'est le pionnier de la discipline. Et puis, il faut le dire, le grand champion. En toute modestie, heureusement en que les autres toute ne sont modestie. pas là. Là, j'ai de la chance, en fait, de pouvoir justement dissimuler mon identité. Je suis plus Tanguy Jossic, je suis Louis Vengeur. Et du coup, je peux dire que je suis le grand champion. Bien sûr. On le voit même ici avec une belle ceinture. Il a gagné une belle ceinture. Là, je pense que c'était à La Rochelle. Donc, c'est un spectacle en fait de dessin c'est un spectacle de dessin et de baston. Allez, c'est la récré. Donc il y a un arbitre, il y a des pom-pom girls, comme dans le vrai catch, et il y a des dessinateurs et des dessinatrices. Alors, c'est une petite vidéo qui dure 3 minutes, qui a été filmée à 2 endroits. Dans une cité très populaire à Saint-Nazaire, dans un quartier défavorisé même, et puis à Transfert, sur le site à Rezé, dans le cadre du voyage à Nantes. Qui a fait le film ? C'est un de mes anciens étudiants qui s'appelle Gaëtan Chagnot qui a réalisé le film. Vous voyez, on travaille sur des grands panneaux, et puis on dessine en 2 rounds de 3 minutes. Donc en 6 minutes, on doit faire preuve à la fois d'habileté, mais aussi d'humour, pour évidemment que le public vote pour nous. Pardon ? Alors les thèmes sont distribués, il y a des fiches thématiques, des fiches vierges qui sont distribuées au début du spectacle. Chaque membre du public écrit un mot ou une phrase sur ce papier, et l'arbitre en début de chaque session tire du chapeau 2 thèmes, et les 2 thèmes doivent être mélangés, mixés au cœur d'un seul et même dessin. En fait, quand on a parlé
du rapport de la bande dessinée au réel, ça me semblait être le point le plus important. C'est quand est-ce que le dessin rencontre le réel avec la charge là d'un moment vécu. Pour moi, ça fait partie de ces moments-là, d'une rencontre réelle entre le dessin et les gens. Oui, parce que tu parles de récréation, mais en fait, ça c'est aussi très cohérent avec ta façon de toi t'implanter dans la vie. Alors je vais parler de territoire, c'est un peu moche, mais si on regarde à Nantes par exemple, là j'ai fait passer Costard, donc c'est être dans les gratuits, mais c'est pas juste un petit livre. Costard on le trouve dans les bars, on le trouve, donc c'est aussi une image qui est un peu partout dans la ville. C'est les affiches de la Salvasse par exemple, donc on va aussi retrouver dans l'espace public. C'est le calendrier de l'Avent au château. Et ça, dans ton rapport à l'actualité, c'est une autre façon de faire. C'est-à-dire, je ne vais pas traiter l'actualité, c'est je vais participer à l'actualité et pas à l'actualité, spectaculaire, mais à l'actualité du quotidien. C'est-à-dire, j'attends mon bus, je vois les affiches de la Salvasse, je vais prendre un café, j'ai Costard. C'est aussi pour ça que je me considère davantage comme un illustrateur qu'un auteur de bande dessinée. D'abord parce que ma première bande dessinée, je vais certainement la réaliser cette année. J'ai fait des bandes dessinées qui étaient courtes, dans des formats courts, pour des revues, etc. Donc c'est 4-8 pages, mais ce n'est pas un récit au long cours. Parce que la temporalité d'une bande dessinée, j'aurais du mal à la vivre. C'est-à-dire de dessiner tous les jours pendant 2 ans et de ne jamais pouvoir montrer le travail, ça fait que quand la bande dessinée sort, en fait, on est déjà ailleurs. Donc on ne vit pas le moment de la même manière que quand on est affichiste. Moi, quand je fais une affiche pour la Salvasse, 2 mois après, elle est visible aux yeux de tous à Nantes. Et du coup, le rapport du dessin à la réalité est beaucoup plus direct. C'est pour moi un des problèmes avec le dessin par rapport à la musique. La musique, on peut aller la voir en concert, elle est vivante. Le dessin, il est très difficile de vivre des moments de vie comme ça intenses avec le dessin. Ça peut se faire dans la rue. Je suis très attentif, moi, au street art, au graffiti, pour ça, parce qu'il y a une volonté de dire l'art d'une manière immédiate. On ne franchit pas la porte d'un musée pour aller voir de l'art, on l'a à portée d'œil dans la rue. C'est pour ça que j'aime faire aussi des affiches. Ou quand on me propose de faire le calendrier de l'Avent du château des Ducs de Bretagne, je ne peux dire que oui. Des images, grand format, sur le bâtiment du harnachement, que j'ai eu plaisir à côtoyer depuis que je suis enfant, ça ne se refuse pas. Et puis tous les jours, on découvre une nouvelle image du 1er au 24 décembre. Tous les Nantais peuvent avoir accès à ça à un moment donné, gratuitement en plus. Pour moi, c'est super. Là, on est vraiment dans un travail de création en phase avec les gens. Je vous montre du coup quelques images de ce calendrier de l'Avent, là. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, il y a quelques images ici. Hop là. Moi, j'ai décidé de raconter l'histoire d'un personnage imaginaire qui s'appelle Jean Chrysalide, JC, comme Jésus-Christ. Et du coup, en fait, je profite des 24 images qui vont être dévoilées pour parcourir d'une certaine manière la vie du Christ au niveau d'une chenille qui va devenir papillon. C'est-à-dire que les 24 jours, eh bien, c'est au départ l'œuf qui va devenir chenille, la chenille qui va devenir papillon. Et j'essaye de le faire dans l'esprit de certains vitraux. J'occupe pas n'importe quel espace là. Je suis sur un bâtiment, je suis sur les fenêtres même d'un bâtiment. Et du coup, pour moi, le lien avec le vitrail, l'histoire du vitrail, du Bas-Rhin jusqu'aux vitraux contemporains de Soulages, c'est quelque chose qui me soucie, qui m'intéresse. Et du coup, je ne m'inscris pas de n'importe quelle manière dans ce lieu-là. Je fais avec son histoire. Je ne vais pas décorer les choses. D'ailleurs, moi, de faire des choses qui sont agréables à l'œil ne me soucie pas. Je veux raconter des choses. Et donc, le personnage, voilà, évidemment, comment ne pas évoquer la fleur de l'artichaut, quoi, au château des Ducs. Il me semblait que c'était important. Et donc, on voit cette petite chenille là qui grimpe le long de sa fleur. Des figures que je vais chercher aussi dans ma vie au quotidien. Ça, c'est la femme avec qui je vivais à l'époque. Je l'inscris
à la manière d'une reine, là, sur la devanture du harnachement. Dans une des images, j'ai fait dessiner mon fils. Avec mon fils, on s'est mis à dessiner tous les deux. Il a fait les tatouages d'un des personnages qui sera visible ensuite sur le château. Ici, c'est Georges de Lida qui transperce un dragon. Ici, c'est Donald Trump quand il était jeune. Et c'est Trump la mort, c'est comme ça que s'appelle l'image. Là, évidemment, la chenille devient chrysalide. Et donc, c'est Trump, en fait, qui endort la chrysalide dans la forêt de Brocéliande. À propos de Trump, excuse-moi, tout à l'heure, j'ai oublié de te redemander, tu avais 2 images. Oui, tout à fait. Ben, on peut y venir. Oui, parce que pour la couleur, il me semblait que c'était vraiment important. Tout à fait. Je termine juste là-dessus. Vous voyez, en fait, tous les tatouages qui sont sur ce grand papillon là qui éclot de sa chrysalide. Alors, le visage, c'est James Stewart. C'est un de mes acteurs américains préférés. C'est l'emblématique acteur de Alfred Hitchcock. J'avais envie là que le personnage principal sur le bâtiment du harnachement, ça soit lui, avec des grandes oreilles. Tous les tatouages qui parsèment le corps de ce grand papillon ont été réalisés avec la femme avec qui je vivais à l'époque et mon fils. Et tout se mélange là au cœur de cette même image. La culture américaine, la Bretagne, les images des primitifs flamands, des êtres hybrides que j'invente parce que ça m'amuse d'inventer et de mettre à côté d'un personnage historique un de mes propres monstres. Tout ça a été fait pour raconter l'histoire de Jean Chrysalide. Donc. Alors oui, tu parlais de Trump, et je pense que tu parlais de cette image que j'ai réalisée pour un livre qui a été, qui a été créé par Hervé Bourris, qui est un dessinateur. Il a fait appel à une quarantaine de dessinateurs et de dessinatrices pour créer l'abécédaire Trump. Et donc chaque auteur avait à s'emparer d'une notion qui permettait de raconter qui était Trump. Voilà. C'est Trump de A à Z. Donc je vous montre très rapidement quelques images avec le fameux We People, la constitution américaine, là. Et puis Trump. Alors pareil, un Trump, il ne s'invente pas, il faut se documenter. Et donc ça, c'est le travail que je mène ensuite à l'ordinateur avec, vous allez le voir, plusieurs versions. Voilà la première version, voilà la deuxième version. En fait, de ces 2 versions, vous le voyez, la mise en couleur raconte quelque chose de très différent. Ça, c'est ce que l'ordinateur permet. L'ordinateur permet un changement des couleurs en quasiment un clic de souris. Ce qui fait qu'on peut raconter vraiment quelque chose de précis avec la couleur. Moi, je voulais une ambiance un peu nocturne. Je voulais qu'il ait l'air encore plus blanc. Ce Trump-là. Je voulais qu'il ait vraiment cette... Et puis je voulais évidemment que les couleurs empruntent au drapeau américain. Pour moi, c'était important. Voilà. Je voulais aussi un ciel aux couleurs du sang. C'était pour moi important, tout ça. Donc ici, tout concourt à aller dans le sens d'une critique, évidemment, du système Trump sur un point particulier. Il pose la main sur la Convention américaine, là, avec ces 3 premiers mots qui sont le début de la Constitution américaine. Il y a évidemment une posture d'animal plus que d'homme. Il me semble qu'on le reconnaît pas mal avec sa coiffure si particulière, et pourtant je l'ai sacrément transformé. Mais après tout... Il est presque mieux, non? Oui, il est presque mieux, tu as raison, je l'ai peut-être enjolivé. Merci. Donc pour revenir dans ta façon de t'inscrire dans le réel, là le parcours dans Nantes était vraiment intéressant avec le château des Ducs de Bretagne, mais tu es aussi inscrit dans un autre territoire. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors je pense que tu veux parler d'une résidence à laquelle je suis assez... dans laquelle une résidence au long cours, puisque ce n'est pas le cas de toutes les résidences. Tout à fait. Alors bon, en quelques mots, une résidence artistique, c'est un artiste, une artiste qui développe un projet dans un lieu sous la forme d'une commande. Beaucoup d'artistes vivent du coup en fait d'une résidence à l'autre. On est appelé sur un terrain et puis on crée une œuvre en fonction du terrain et on est rémunéré pour ça.
Moi, j'ai été appelé maintenant, il y a 2 ans, par la compagnie Ouidir, qui est une compagnie de création artistique, on dira, avec des gens qui font ce qu'on appelle de la phonographie, c'est-à-dire qui enregistrent le son du réel. J'ai été appelé par Marc Pichelin, qui a monté justement cette association qui s'appelle Ouidir, et que j'ai rencontré à mes débuts d'illustrateur, puisque Marc Pichelin, en dehors de gérer cette association qui s'appelle Ouidir, est aussi scénariste de bande dessinée. Et du coup, on a été amenés à travailler ensemble. Il m'avait appelé pour que je dessine certaines de ses histoires. Et depuis, on s'est liés d'une belle amitié qui fait que lorsqu'il a créé ce projet de résidence dans un quartier en zone prioritaire du côté de Périgueux, un quartier qui va être amené à être en partie détruit, en tous les cas un immeuble qui va être détruit avec des gens qui vont être expulsés du coup et relogés ailleurs, accompagnant donc ce projet de déconstruction d'une barre d'immeubles dans un quartier défavorisé. Marc a monté ce projet de résidence et donc la ville prête un appartement dans cette barre d'immeubles qui va être détruite à l'association Ouidir, qui tous les mois fait venir de 4 à 5 artistes qui vont venir travailler pendant une semaine avec les gens du quartier par rapport à la matière même du quartier. Et donc il y a une relation directe avec le réel. Alors les artistes qui sont invités peuvent être des photographes, des auteurs de bande dessinée, des dessinateurs, des musiciens. Et parmi les dessinateurs, moi je suis un des résidents réguliers maintenant depuis 2017 je crois, 2016 même. Alors, vous avez publié un journal qui s'appelle Le Voltigeur, tout à fait, en travaillant à plusieurs. Donc on fera passer aussi tout à l'heure. Et par rapport à ta façon de présenter le projet, justement, Marc écrivait dans l'éditorial du premier, à propos de l'appartement 932, oui. Je reste là, je ne vais pas voir ailleurs. Je scrute le monde d'ici, de ce balcon. Je prends de la hauteur. Avec les artistes qui m'entourent, nous avons l'audace de prendre la parole, mais aussi de la donner, inventer des récits tout en racontant la vie des cités. Là, on est vraiment dans une démarche de rapport à la réalité qui est de la distance minimale, c'est-à-dire que l'appartement est un espace à part, il est au cœur même de là où vous travaillez, mais c'est aussi là que vous allez accueillir les gens. C'est vrai qu'en préparant, quand tu montrais les photos, je dis mais en fait vous êtes dans la chambre à coucher, donc les interviews se font comme ça aussi à l'intérieur de l'appartement ou dans la rue, et le propos n'est pas juste de créer une œuvre artistique, mais de faire contribuer les habitants du quartier. Ce qui est le cas aussi dans le journal, où on va avoir des éléments qu'ont fait les enfants, par exemple. Tout à fait. Donc je vais vous le faire passer. Ça, c'est le numéro 2. Alors, c'est un journal qui est distribué gratuitement sur le quartier et sur le Grand Périgueux. On peut le commander sur Internet. Mais c'est un journal de quartier fait par des artistes, avec les gens du quartier. Et bon, Marc est quelqu'un de très intelligent, de très fin et surtout de très sensible à l'autre. Il a pensé assez rapidement à cette forme-là pour réunir les gens, parce que dans un quartier, les gens ne se croisent pas forcément. Alors, il y a eu des opérations comme ça qui étaient de monter des expositions dans le café PMU du quartier, où les gens du coup allaient voir le portrait que les uns et les autres avaient fait d'eux, et du coup les gens se rencontraient comme ça de temps en temps dans les vernissages de ce bar PMU. Et puis il y a ce journal là qui permet à chacun de se rencontrer d'une autre manière, puisque les bandes dessinées qui sont dans ce journal mettent en scène les gens qu'on rencontre dans le quartier. On leur fait vivre des histoires qui sont proches de leur réel, ou on leur fait vivre des aventures qui sont peu éloignées, voilà, de leur réel. Donc c'est à la fois un outil très intéressant pour les artistes qui vont devoir travailler en fonction d'un lieu. Donc la contrainte là, c'est de rencontrer les gens, c'est de parler avec eux, c'est de définir ensemble finalement un projet. Et
Marc a cette phrase que je trouve très, très fine, très forte aussi. Il a trop souvent entendu parler d'une culture qui se diffuse. La culture, ça doit se diffuser. Lui, il dit, la culture, ça infuse. La culture, ça doit être là au quotidien, ça doit être à la sortie de l'appartement. On doit pouvoir avoir de la culture sans même se dire que c'est de la culture. Ça, pour moi, c'est très intelligent d'envisager que la création est au cœur du quotidien de tout le monde. Et que un autocollant à l'effigie du SDF du quartier qui va être collé à droite à gauche sur les portes des habitations, c'est quelque part remettre en lumière les gens qui font la vie d'un quartier. Et du coup, ce quartier, il est amené à bouger par la présence des artistes là qui créent des rencontres, qui créent des images, comment dirais-je, qui questionnent, qui relient les uns et les autres. Ça, c'est le genre de projet que je trouve extrêmement stimulant parce qu'il est en direct lien avec le réel. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas d'écart. Le journal, on le fait pendant 2-3 mois, et puis ensuite il est diffusé gratuitement. Tout le monde le trouve dans sa boîte aux lettres. Voilà. Et il est de haute volée, quoi. C'est des écrivains, c'est des grands artistes qui participent au truc. Il y a Edmond Baudouin, il y a Vincelus, il y a Placide, il y a plein de gens qui font partie comment dirais-je, des pionniers de la bande dessinée indépendante, du Gravezine. C'est quelque part un journal de quartier de luxe, mais fait simplement. Alors évidemment, quand on me propose de participer à un projet comme celui-ci, moi je ne peux dire que oui, évidemment. Et là, depuis quelque temps, je développe en parallèle des bandes dessinées que je fais sous les scénarios de Marc. C'est Marc qui écrit les scénarios. Moi, je dessine quelques-unes de ces histoires. J'ai développé un projet avec Marc qui me permet de rencontrer des gens du quartier, de discuter pendant très longtemps avec eux, et puis de retenir de ces séances d'entretien des histoires que je vais mettre en forme d'une manière un peu particulière, puisque le bâtiment qu'on occupe et que tous les autres gens occupent va être déconstruit. Il ne va pas être détruit, il va être déconstruit étage par étage. Une déconstruction, c'est on récupère les matériaux pour les remettre en forme d'une autre manière ailleurs. Donc on ne perd pas les matériaux pour reconstruire autre chose. Mais le bâtiment ne va plus exister. Et avec le bâtiment vont partir toutes les histoires depuis la fondation de ces bâtiments qui ont été créés pour les anciens ouvriers de la SNCF, qu'il y a en contrebas du quartier. C'est un quartier ouvrier, quoi. Qui aujourd'hui, en fait, fait partie des quartiers sensibles du Grand Périgueux, parce qu'on a parqué ici tous les gens qui n'avaient pas d'argent, les étrangers, etc. Ce qui fait c'est un quartier très populaire, parfois enflammé aussi, parce qu'il y a des gens qui sont démunis dans ce quartier. Et ce projet de déconstruction va faire disparaître toutes ces histoires anciennes et contemporaines. Et moi, j'ai à cœur de retenir la parole des uns et des autres que je vais rencontrer le temps d'une après-midi. On va se raconter, ils vont me raconter avec Marc leur vie ou des passages de leur vie. Et puis moi, je vais transformer ça. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de reconstruire un immeuble avec des matériaux récupérés sur place, des morceaux de carton que je peins en blanc, et je dessine par-dessus avec des stylos noirs, de l'aquarelle noire. Je dessine les témoignages de ces gens, je dessine les infrastructures elles-mêmes. Je retiens en fait un passé qui va disparaître. Je redonne une forme à ce qui va disparaître. Et je construis
à chaque fois que je vais là-bas, là j'y retourne en février et en avril, je crois, pour une semaine, à chaque fois que je retourne là-bas, eh bien, je reconstruis un pan de la cité. Je rencontre une nouvelle personne, je vais la dessiner et je vais la mettre en scène de la manière que je vais vous montrer, du coup. Et puis, on va peut-être se rapprocher ensuite des matériaux, parce que, pour le coup, là, ce n'est pas un travail numérique, c'est vraiment du vrai dessin sur du vrai carton. Il y a quelque chose de physique, quoi. Il y a quelque chose de palpable, on dira. Donc cette barre d'immeuble là, c'est cette barre là qui va être déconstruite, et c'est celle-ci que moi je reconstruis là en ce moment. Les feux de poubelle sont très fréquents, les bagnoles qu'on retrouve sur des comment dirais-je, sur des parpaings sont fréquentes. Les petits graffitis dans tous les coins, vous voyez, ça c'est les sonnettes d'un immeuble, c'est l'interphone d'un immeuble qui est plus du tout en fonctionnement. C'est un quartier vraiment en déperdition. Et puis là, c'est l'intérieur de notre appartement, c'est le 932, c'est au bâtiment 9, du coup, au 3e étage, le 2e appartement. Là, vous voyez au premier plan Marc Pichelin, Colin, donc ça c'est J.M. Bertoyas, Claire Lacabane et Louise Collet. Louise Collet, elle fait de la gravure, elle fait du dessin miniature. Claire, elle est photographe. Bertoyas est auteur de bande dessinée, et Marc chapeaute cette résidence. Il est aussi scénariste et phonographe, il est aussi musicien et surtout acteur de la cité et agitateur du milieu bande dessinée, puisque c'est l'un des fondateurs d'une maison d'édition importante pour la bande dessinée indépendante qui s'appelle Les Requins Marteaux. Donc ça, c'est mon espace de travail. Je travaille avec mon ordinateur qui me permet de regarder les photos des gens que je rencontre et dont j'ai besoin évidemment pour ensuite mes dessins. Ça, c'est les gens que je rencontre. Alors là, quand je fais cette photo, il y a un enfant là qui fait du vélo à côté d'un scooter qui vient de brûler parce que les jeunes ont brûlé le scooter parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Cette image, je ne peux que la prendre. Alors là, moi, en tant que dessinateur, tu posais la question tout à l'heure, le dessinateur, là, il ne peut pas demander à l'enfant de poser pendant un quart d'heure. Moi, je dis à cet enfant, reste ici, je prends une photo, et puis quand je le revois 3 jours après, j'ai fait son petit portrait que j'ai inclus à mon projet, et c'est chouette, quoi. Il se passe vraiment quelque chose. Il y a une vraie rencontre, disons. Donc ça, je vous montre des éléments, par exemple, que vous allez retrouver ensuite directement dans la sculpture dessinée que je suis en train de réaliser. Je vous montre ça, je vous montre... Et ben ensuite, on va regarder, du coup, on va ouvrir la boîte peut-être, On va allumer. ce qui va nous permettre de se rencontrer d'un peu plus près. Ça, par exemple, vous l'avez vu, hein, c'est le scooter brûlé. C'est le scooter brûlé ici que je vais aller chercher avec un noir particulier. En fait, c'est le noir aquarelle que j'utilise là, c'est ce qu'on appelle le noir d'ivoire. Est-ce que vous savez ce que c'est que le noir d'ivoire? Le noir d'ivoire, en fait, ce sont c'est des os d'animaux calcinés. Le noir d'ivoire, quand on l'utilise en peinture, c'est comme ça qu'on le fabrique. Donc ça avait du sens pour moi dès le départ d'utiliser une matière qui a pris feu. Voilà. Comme je commence par ici et là, une boîte aux lettres complètement détruite et qui a pris feu, il fallait que je la fasse avec un outil qui ait du sens. Hein. D'autant plus que là, vous allez le voir, je n'utilise pas la couleur. Donc tout doit avoir quelque part une qualité qui concourt à l'histoire, d'une certaine manière. Alors là, je commence par dessiner ça. Vous voyez, c'est du carton ondulé. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de plus... c'est du carton, ça va disparaître, hein, ça aussi, hein, certainement. Donc j'utilise vraiment les matériaux là, de récupération, les moins nobles, pour reconstruire par les souvenirs des uns et des autres, et puis parce que je vis, moi, parce que je vois et ce que je vis dans le quartier, je vais mélanger tout ça. Je commence par ça et ça, et puis à un moment dans le quartier, on rencontre un homme d'un certain âge, qui s'appelle Gérard, et puis qui s'arrête devant ce scooter, et puis qui se met à nous raconter un petit peu son histoire. On lui dit, mais attendez, on va vous enregistrer, parce qu'on est en train de monter un projet, et donc on le fait venir à l'appartement, on boit un petit thé ensemble, et puis il nous raconte un petit peu sa vie. Il nous raconte qu'il est arrivé dans les années 60,
qu'à l'époque c'était ce qu'on appelait un blouson noir, et qu'il avait une mob, et que sa mob, il pouvait la déposer au pied de l'immeuble, comme ce scooter, sans son cadenas, et personne ne le volait. Et du coup, forcément, quand il nous raconte ça, il y a comme une évidence. Il faut relier, là, le scooter brûlé à l'histoire de Gérard, qui nous raconte un passage de sa vie quand il rentre un soir tard de boîte de nuit. Et donc, vous le voyez, c'est à la fois un immeuble en construction, mais c'est aussi tout ce qui va disparaître avec cet immeuble. Les témoignages des gens qu'on va rencontrer au fil de nos rencontres. Et donc là, je suis en train de recréer, vous le voyez, cet immeuble face par face. Et j'espère qu'à un moment, évidemment, on pourra circuler, on pourra même rentrer la tête dans cet immeuble. J'imagine bien en fait une sculpture là qui sera tendue par des fils de pêche et dans laquelle on va pouvoir aller littéralement, pour aller chercher ce qui se passe dans un petit recoin d'escalier ou autre. Donc ça par exemple, je vais vous lire la petite histoire de Gérard parce qu'elle est rigolote. Donc Gérard, je l'ai rencontré le 29 août dernier. Au début des années 60, j'avais une motobécane bleue. Je ne l'ai jamais attachée. Il n'y avait pas de cadenas. Elle restait posée sous le porche, sur la béquille. Et tout le monde faisait pareil. Cette mobilette faisait du bruit. Mon beau-père, qui travaillait à la SNCF, donc la SNCF qui était en contrebas, hein, c'est un morceau d'histoire, travaillait à la SNCF, m'a dit un jour, quand tu rentres à minuit, tu t'arrêtes à l'entrée du quartier. Tu mets sur plateau et tu descends sans faire de bruit. Parce qu'il y a des gens qui embauchent à 4 heures. Je faisais attention. J'arrivais en roue libre. Je montais chez nous, discrètement, sans bruit. C'est un projet sans fin. Mais je sais déjà que ce que je compile ici restera, d'une certaine manière. Et sera visible, parce qu'à un moment, elle sera présentée, cette sculpture. Vous avez un rapport aux élus ? On a un rapport aux élus, évidemment. Alors, à Périgueux, ils étaient très réticents avec le projet initial. Mais ils voient ce qui se passe. Ils voient à quel point c'est important. Et du coup, évidemment, ça commence à se tirer dans les pattes là-dedans. C'est-à-dire que tous les agents du service culturel ne sont pas d'accord, quoi. Avec un maire autoritaire qui au départ dit non, et puis qui voit qu'il y a vraiment un intérêt, parce que ce journal de quartier là, il y a des gens qui le commandent un petit peu partout en France. Pas parce que c'est la vie d'un quartier qu'ils ne connaissent pas, mais parce que quelque part c'est la vie de leur quartier. C'est humain. Et puis il y a aussi des pontes de la bande dessinée qui participent à ce truc-là, quoi. Et de les retrouver dans un projet comme ça, sensible, évidemment, ça attire un petit peu l'attention. C'est pas loin d'Angoulême. Alors, la dernière fois, par exemple, en avril dernier, il y a une délégation d'Angoulême qui est venue nous voir, et qui rentre dans l'appart, puis qui dit, mais on a appris que vous faites un truc, mais racontez-nous, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment est-ce qu'on peut essayer de transposer ça ailleurs? Et en fait, il se rend compte que c'est pas tout à fait transposable ailleurs. Parce que l'équipe qui est constituée et Marc Pichelin qui a monté le projet, c'est pas des politiques, c'est pas des, oui. Ils font de la politique, mais réelle. Voilà, ils font de la vraie politique. Ils ont de vrais rapports sociaux. Et puis ils savent ce que c'est que de vivre d'une certaine manière un peu dans la misère. Parce qu'un auteur de bande dessinée, hein, franchement. Il y en a beaucoup qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le travail continue en dehors de la semaine parce qu'il y a ce journal qui se constitue. Moi, ce journal, j'y travaille pas quand je suis là-bas. Là, par exemple, je vais rentrer ce soir chez moi, je vais devoir travailler sur une des bandes dessinées qui intégrera le numéro 3 du Voltigeur. Et quand je vais là-bas, je fais ce travail-là. Je fais un vrai travail de rencontre. Ça ne sert à rien de s'enfermer dans un appartement à Périgueux pour faire ce que je fais à Nantes. Voilà. L'idéal, c'est quand même de parcourir les rues de cette cité et de rencontrer les gens. Un projet très intéressant pour moi. Ça, par exemple, c'est particulier, hein, vous avez tous plus de 18 ans, j'ai fait un relevé précis de tous les graffitis qui entourent le bâtiment.
Donc des dessins très bruts comme ça, avec des fautes d'orthographe, etc. Et j'ai essayé de réorganiser ces graffitis de manière à raconter une histoire, une espèce de séquence. Voilà, avec des trucs, baise-moi, tu veux du shit, force noire, fuck le pute. Alors voilà, bah moi tout ça, c'est une matière poétique pour moi. Il faut que je récupère ces petits trucs qui sont irrévérencieux, rigolos, bizarres des fois, et puis bah, je réagence ça à ma manière. Et tout ça doit intégrer ce projet global à côté du seul passage qui ouvre l'immeuble sur les deux parties du quartier. C'est une forme d'urbanisme quelque part. D'une certaine manière, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est le genre de choses, moi je suis persuadé que je ne pourrais pas le faire dans mon propre quartier. Je serais épuisé à cultiver une tension comme ça avec l'autre tous les jours. Alors que là, j'y vais, il faut s'extraire. Voilà. Là, une semaine de temps en temps, on retrouve les gens, il n'y a pas une sorte de poids à porter. C'est pas juste s'extraire, c'est que tu y vas là-bas, là c'est ton métier, tu es reconnu en tant qu'artiste et en tant qu'homme qui travaille, pas en tant qu'individu qui habite le quartier, donc c'est complètement différent. Tout à fait, oui, oui. Oui, c'est pas à temps complet. C'est pas à temps complet, non. Non, évidemment. Voilà. Ah, bien sûr. Donc c'est aussi... Le statut à lui dans le regard des gens. C'est sortir de son cocon aussi. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'au quotidien, on a peu d'occasions de le faire, ou alors quand on le fait, on prend des risques. Là, en fait, quelque part, on est amené à le faire naturellement. C'est stupide, mais cette résidence, à moi, me permet de voir que derrière les gens qu'on croise au quotidien, il y a des personnes qu'on est à 1000 lieues de soupçonner. Vraiment. Vraiment. C'est vrai partout, tout à fait. Mais comment on fait prendre conscience aux gens de ça? C'est pas évident. Pas évident d'aller à l'encontre de tout ce qui nous est transmis par les médias contemporains. Et des enfermements successifs dans lesquels on est. C'est-à-dire que si tu le faisais à Nantes, tu fais partie d'un certain nombre de cercles qui sont différents en fonction des moments où tu évolues et il y a des personnes que tu ne rencontreras jamais. Exactement, oui, tout à fait. Alors même si, avec Maison Fumetti, donc l'association à laquelle je prends part depuis quelques années maintenant, on intervient auprès de publics différents. On peut faire des choses au Musée des Arts, mais on peut faire des choses aussi à Malakoff. On a été à Malakoff il y a 1 mois et demi ou 2 mois pour rater des portraits des gens qui venaient nous voir. Dès le départ, on leur disait on est quand même assez doué en dessin, mais on va rater ton portrait. Et évidemment, ça crée quelque chose au cœur d'une cité qui n'est pas souvent amenée à ça. Là, elle fait face à quelque chose, à des enjeux qui sont à la fois légers, c'est-à-dire qu'on ne franchit pas le pas d'un musée, là, on est au cœur de la cité, et puis on les inclut aussi dans les choses. Et on les inclut d'une manière qui n'est pas lisse. On va pas juste faire des jolies choses, quoi. On va rigoler, on va se marrer avec le dessin. Et puis si à un moment il y a un des gamins qui a envie de dessiner à nos côtés, eh ben, c'est possible, quoi. Parce que nous, on a ouvert les portes en grand, en disant on vient, on est des dessinateurs, des dessinatrices, mais on va rater les choses. Tout de suite, ça désacralise l'acte de dessiner. C'est moins impressionnant que le maître à l'ancienne qui arrive avec son chapeau et sa brosse au poing, quoi.